société addictogène, elle a été beaucoup définie et travaillée par des pairs, je pense particulièrement à Jean-Pierre Coutron, Alain Morel, qui ont évoqué tout ce contexte d'évolution sociétale qui nous amène dans une société de la performance, de l'immédiateté. Du marketing aussi autour des usages et finalement d'un paradoxe autour des consommations allant de la maladie à au contraire cette recherche de performance. C'est un peu ce qui a été dit hier autour des tables rondes sur le dopage par exemple ou le milieu du travail et tous ces paradoxes dans lesquels on évolue d'une société qui promeut finalement y compris dans son dans son marketing des enfants les bonbons pina colada ça va être le tout de suite immédiat. On n'a jamais eu, par exemple, autant de troubles de l'attention et de l'hyperactivité dans un contexte où, évidemment, que les enfants sont en permanence passant d'une sollicitation à une autre. Donc cette société addictogène, c'est finalement la description de l'environnement et de l'évolution sociétale qui nous renforce dans les conduites addictives. Et effectivement, je pense que notre société tend aussi à nous renforcer dans l'exposition aux événements traumatogènes. Par exemple, on l'a vu avec l'effondrement des Twin Towers à l'époque, quand les gens sont restés devant la télé pendant plusieurs heures, ont été beaucoup plus sujets à des troubles de stress derrière, parce que finalement très exposés. Et en fait, on est en perpétuel, notre société nous propose perpétuellement des images, des récits autour de ces traumas, les catastrophes là en Espagne. Alors, habituellement, tout ce qui est catastrophes naturelles ne sont pas classifiés dans les événements traumatogènes ayant le plus de conséquences. Parce qu'en fait, concrètement, les événements climatiques, ce qu'on peut assez facilement comprendre, sont plutôt de nature à se dire je suis au mauvais endroit au mauvais moment puis j'y peux rien en fait. C'est pire quand l'événement est commis de la main de l'homme, d'autant plus si je connais cet humain et que j'en suis proche. Donc souvent les conditions climatiques sont pas une problématique très traumatogène, sauf que là on voit des phénomènes de répétition. C'est les contextes de guerre, c'est tout ce qui est MeToo, c'est les surexpositions de l'intime, et tout ça se mélange et s'entremêle en permanence avec un phénomène où je pense qu'on est de plus en plus dans des phénomènes d'exposition et que tout ça se répond très bien entre une société addictogène et une société traumatogène. Je pense qu'elles s'appellent l'une et l'autre en fait. Je pense que dans les pathologies duelles, globalement, en tout cas, je suis assez défavorable à la notion de comorbidité, c'est-à-dire d'entraînement vers le pire. Je pense qu'au contraire, par moments, elles font facteur de résilience et de rétablissement. Mais je pense qu'en revanche, elles s'entretiennent l'une l'autre. C'est-à-dire que face à de plus en plus d'événements à risque de trauma, effectivement, la disponibilité des substances ou des conduites addictives à risque, parce que ce que j'aime dans la clinique du trauma, c'est qu'il n'est pas toujours question de la dépendance, il est question des moments où les états de conscience sont clairement modifiés, où je me mets en danger sur une sexualité déconnante, où je vais me défoncer, lâchant les limites finalement, et rechercher ce moment de dissociation que je connais tellement bien, quoi. Complètement. Sur le plan neurobiologique, on a quand même des substances qui sont très dissociantes. Puis des comportements... souvent, quand on commence à s'intéresser sur la clinique du trauma, et particulièrement chez l'ado, les premiers signes, c'est les automutilations. Avant de rencontrer la substance, il y a les phénomènes automutilatoires. La vue du sang est particulièrement dissociante. Les troubles des conduites alimentaires, les vomissements sont très dissociants, par exemple. Et c'est bien tout ce soulagement qui est décrit dans cette conduite addictive. Soulagement d'une souffrance dont je ne sais pas quoi faire, en fait. Alors, oui et non. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on voit de plus en plus dans les traumas complexes, ce que la clinique amène, je trouve, c'est que c'est quand même souvent lié à des polyconsommations. Et en fait, il y a quelque chose de très compétent du côté des substances et ce qu'elles vont apporter. Dans les moments où je suis plutôt hypoactivée, donc les moments où je vais avoir du mal à me mobiliser, je vais avoir tendance à aller chercher des stimulants, des substances qui vont me permettre de m'activer. Dans les moments où, au contraire, je suis hyperactivée, là, je vais aller chercher des consos plus dissociantes pour me permettre de me calmer, de m'apaiser. Et c'est là que je trouve qu'on voit bien comment, finalement, avec la substance, j'arrive à jouer avec en fonction de la régulation de ces états et de la recherche ou non de la dissociation. Et souvent, on a des personnes accompagnées qui repèrent bien quelle fonction a quelle substance, avec souvent un écueil très fort du côté des traitements,
particulièrement des traitements psychiatriques, par exemple. Je trouve que la meilleure épreuve du trauma, c'est la question des neuroleptiques. Quelqu'un qui entend des voix liées au trauma n'aura aucun bénéfice aux neuroleptiques. En revanche, trouvera des bénéfices dans des substances plutôt des opiacés, plutôt des consos qui vont venir tasser des phénomènes d'activation. Donc je pense qu'il y a des substances qui sont très dissociantes et c'est plutôt les théories de Muriel Salmona qui est neuropsychiatre là-dessus. Et puis il y a des consos qui au contraire vont venir dans les moments où je suis cette poupée de chiffon et il va falloir que je me mette en mouvement, que je fasse quelque chose, et là je vais aller sur certaines consos qui vont me permettre de le faire, quoi. Parce que je pense que le vécu est juste insupportable et que quand j'ai pas vécu mais des événements, que j'ai grandi dans un contexte de violence, quand ces phénomènes se répètent en permanence, d'abord j'ai une croyance sur moi et sur le monde qui est très altérée, je suis en insécurité permanente et en fait concrètement le seul moment où j'ai des moments de pause et où je suis effectivement à la fois là et à la fois pas là, c'est quand même dans la conso, et que c'est quand même un peu confortable de trouver cet endroit-là, de pouvoir aussi avoir accès à des fonctions type sociales. Je peux être en lien avec l'autre parce qu'il y a la conso qui va me protéger. Je peux avoir une sexualité parce que la conso va me protéger. Mélissa hier me disait, est-ce que tu crois que les personnes qui sont travailleuses du sexe sont dissociées au moment où elles ont leur pratique professionnelle? Alors, je peux pas affirmer pour toutes, mais pour beaucoup quand même, il y a un passé, en tout cas un rapport à la sexualité très précoce, à des intrusions et à des agressions sexuelles, voire des viols ou des climats incestueux justement, et incestuels, et où du coup, oui, je pense que être là sans être là, je fais le job, c'est mon corps, c'est pas moi, c'est tout à fait des phénomènes beaucoup plus acceptables.